Bonjour à tous. Est-ce que le micro marche? Tout le monde m'entend? OK. Alors bienvenue sur cette table ronde organisée par la Mêlée numérique sur le thème des Digital Therapeutics. Voilà, donc le nom Ce numérique qui soigne, va-t-on assister à une nouvelle révolution médicale? Donc aujourd'hui, on va être là pendant 1 heure ensemble à peu près. On va écouter ce que nos experts ont à nous dire pendant à peu près 40-45 minutes et puis ensuite on prendra des questions. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Alexis Deschamps, qui est le cofondateur de Freya Games. Donc tu es game designer et tu es également responsable pédagogique à eArtSup, c'est ça? eArtSup, pardon, excuse-moi. Voilà, donc Freya Games, c'est un studio qui crée et développe des jeux, des bornes d'arcade pédagogiques, et donc qui nous expliquera un petit peu comment le jeu peut aider dans la thérapie digitale. Donc ensuite, nous avons Franck Tarpin-Bernard, qui est directeur général de SBT Human Matters, c'est ça? Voilà, qui est une entreprise qui se veut pionnière dans la conception et le développement d'expériences cognitives et digitales, donc tout ce qui est évaluation, remédiation, apprentissage, et donc qui nous en dira un peu plus sur qu'est-ce que les digital therapeutics. Nous avons également Didier Guénassia. Bonjour Didier, qui est directeur général de Happy Neuron. Happy Neuron, qui a développé avec un réseau d'experts différents programmes de stimulation, et donc il nous expliquera aussi de manière concrète finalement comment les digital therapeutics peuvent fonctionner. Et enfin, j'accueille Valérie Sahuc, qui est responsable innovation chez Harmonie Mutuelle, et donc qui nous expliquera aussi comment ces digital therapeutics peuvent s'intégrer dans notre système de santé, et notamment en termes de financement, sur quel modèle demain on peut se diriger. Donc avant de se lancer dans le débat, peut-être Didier, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que les digital therapeutics, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Bien volontiers. Alors, digital therapeutics, on va le faire en français, thérapie digitale. Et donc, dans thérapie digitale, les deux termes parlent vraiment. Thérapie, c'est un protocole, un ensemble de dispositions qui sont faites pour soigner. Voilà, donc, une thérapie doit être par essence validée, démontrée, documentée, efficace. Et digital, cette thérapie, cette fois-ci, elle va se passer à partir de supports numériques. Ça peut se traduire par des choses simples, pour rester dans ce qu'on va croiser dans les futurs proches, des applications, des plateformes, des logiciels qui vont être donc à destination des patients. Et en soi, on a 3 types de thérapie digitale. On a une première section de thérapie digitale qui sont des outils qui sont faits pour accompagner le patient dans son parcours de soins. C'est-à-dire, je prends un exemple, et à travers les exemples, on verra que les thérapies digitales adressent un très grand nombre de champs thérapeutiques. Ça peut être très vaste sur leur apport. Donc là, par exemple, dans le cadre d'un diabète, une maladie chronique, une thérapie qui va accompagner le patient va permettre au patient de quasi quotidiennement renseigner des informations, des métriques, des mesures liées à des instruments type électrocardiogramme, glycémie en l'occurrence, merci beaucoup. Et donc ces informations-là, plus du déclaratif du patient lui-même sur son état de santé, va être dans un cercle de communication entre le soignant surtout et l'aidant familial et le patient. Donc là, c'est un outil qui va permettre d'accompagner le patient dans son parcours et qui va permettre de raccourcir des délais entre des consultations avec son médecin en décelant plus tôt des signaux d'alerte. C'est là les bénéfices visés de ce type de thérapie digitale. Une deuxième génération, une deuxième classe de thérapie digitale, ce sont des outils donc toujours numériques, mais qui sont associés à des prises de médicaments pour en augmenter l'efficacité. Je donne un autre exemple, je change de registre complètement. Par exemple, dans le cadre de la sclérose en plaques, on va avoir un traitement médicamenteux qui va être couplé à un protocole d'entraînement cognitif pour réduire les effets de ce traitement médicamenteux. Donc là, vous voyez, c'est une thérapie qui est digitale, mais qui est associée à une prise de médicaments qui existait ou qui est pensée pour être associée avec cette thérapie digitale. La troisième classe, c'est
la thérapie est autonome. C'est l'outil, c'est le protocole digital qui est lui-même la thérapie. Et là, donc, c'est fait pour être utilisé de manière autonome et avec une visée, avec un service rendu qui peut être soit du registre clinique, soit du registre médico-économique. Je pense qu'on y reviendra dans la table ronde. Et qui peut être soit prescrit par le médecin, soit être disponible comme on dit dans le jargon, OTC, over the counter, c'est-à-dire en accès libre, soit par des stores, soit dans des pharmacies, soit dans des canaux de voilà. Mais là, typiquement pour cette dernière catégorie, on est nécessairement sur un dispositif médical. Voilà. Donc trois types de thérapie digitale, une qui accompagne, une qui est couplée avec du médicament, une qui est la thérapie à part entière. Différents accès avec ou sans prescription. Et ce qui m'importe, c'est de vous partager que ça touche un très grand nombre de conditions thérapeutiques. Ça peut aller pour accompagner des patients qui sont atteints d'un cancer, de diabète, là en l'occurrence de toutes les pathologies où la cognition est au centre ou une conséquence de type sclérose en plaques, traumatisme crânien, post-AVC, maladie neurodégénérative. Bon, je vous passe tout ce catalogue de sujets bien dramatiques, tous autant les uns que les autres. Mais effectivement, vous voyez, c'est sur ce terrain-là que les thérapies digitales peuvent apporter un service aux patients. Voilà. Merci Didier. Je vous en prie. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les grands acteurs en France? Où est-ce qu'on en est dans le monde? Est-ce que Franck, tu peux nous donner quelques éléments sur ce sujet? Oui, je peux vous donner quelques clés. Bon, peut-être le premier point, c'est qu'on on est un certain nombre d'industriels à avoir commencé à faire des thérapies digitales sans savoir que ça s'appelait des thérapies digitales. D'accord ? Donc c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un moment où il y a une sorte d'alignement de planète où il y a à la fois les industriels qui ont développé un certain nombre de technologies, les professionnels de santé qui commencent à appréhender ces dispositifs comme étant des vraies solutions potentielles, passer peut-être les peurs ou les craintes initiales, et le public, les patients qui sont aussi de plus en plus réceptifs à ces technologies. Donc c'est ce qui fait que ce mouvement en fait est en train de s'accélérer très fortement depuis maintenant, je dirais, 3 ans à peu près. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par au niveau international, évidemment, une effervescence à peu près partout dans le monde, avec évidemment, comme souvent, quand on est dans les dynamiques un peu start-up, une partie nord-américaine qui est très très active. Donc on va retrouver des grosses start-up américaines très 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 lourdement financées, qui se sont lancées dans ces approches. Alors pour elles, plutôt dans des approches de type, on voudrait comme des labos pharmaceutiques, mais des labos pharma de thérapie digitale. Donc on reprend tous les codes des laboratoires pharmaceutiques en ayant depuis la R&D jusqu'au réseau et avec une sorte de pipeline au lieu que ce soit des molécules, c'est des thérapies digitales, mais on va reprendre exactement la même approche. Et puis à côté de ça, vous allez avoir des acteurs qui, eux, ont choisi un axe thérapeutique et qui vont vraiment essayer de s'imposer sur cet axe thérapeutique comme étant les leaders du marché. En France, historiquement, Didier parlait du diabète. Voilà, on a une société comme Voluntis qui a été une des premières à se positionner sur ces sujets-là. Et ça fera, tout à l'heure, on abordera les questions de financement, mais évidemment, derrière se pose la question de comment on va être reconnu, comment on va être prescrit. Et donc, il y a tout cette filière, elle se structure parce que justement, pour pouvoir, entre guillemets, peut-être pas peser, mais en tout cas, obtenir une certaine oreille de la part des pouvoirs publics, des systèmes de santé, voilà, il faut être structuré. Si on est juste en tant qu'une petite start-up qui voudrait aller faire évoluer la sécurité sociale en France, on sait à quel point c'est difficile. Donc voilà, on essaye d'être organisé. Voilà. Et après, voilà, il se passe des choses en Europe, principalement voilà, France, Angleterre, Allemagne, et puis beaucoup États-Unis.
D'accord, merci. Donc on voit, Digital Therapeutics, finalement quelque chose qui existe quand même depuis un certain temps, mais sur lequel on vient de mettre un nom et qui est du coup en train de se développer, une filière qui est en train de se structurer. Ouais, peut-être juste en entendant reformuler. Le point effectivement qui est nouveau, c'est que devant finalement l'explosion des offres, en particulier des applications mobiles, etc., d'un seul coup, évidemment, on revient au premier plan la question de oui, mais alors ça marche pas, comment on valide, comment on quantifie les résultats. Et donc ce mouvement de parler de thérapie digitale, c'est justement aussi pour essayer de faire un peu le tri, on va dire, face à l'offre pléthorique entre ceux qui ont un vrai bénéfice rendu mesurable, quantifiable, et ceux qui n'en sont pas encore là. Justement, ça me fait poser cette question de comment on reconnaît du coup une thérapie digitale par rapport à une appli quelconque. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va être reconnu? Est-ce qu'il y a une réglementation? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a... C'est moi qui réponds aussi. Non, mais la question est lancée. Non, bien sûr, volontiers. Dans l'univers, en fait, dans l'univers santé, Didier a glissé le mot tout à l'heure. Avant qu'on parle de thérapie digitale, on parle de dispositif médical. Donc ça va être votre lentille, ça va être votre matériel orthopédique, ça va être, voilà. Tous ces dispositifs qui ne sont pas des molécules font quand même l'objet d'une réglementation, d'un système qualité, voilà. Mais là, généralement, c'est très en fait, il y a à chaque fois la double orientation. Gestion du risque, être sûr que le dispositif n'est pas dangereux pour la santé ou pour les usagers, et évaluation du bénéfice médical. Et donc dans l'univers des thérapies digitales, on est en train d'observer un petit peu le même phénomène. Donc on va nous demander de plus en plus de monter la barre et d'être capable de démontrer comment notre logiciel a été fabriqué et pourquoi il respecte un certain nombre de normes qualité et qu'il n'y a pas un bug dans l'algorithme qui à la fin va vous orienter votre traitement. Et de l'autre côté, sur la partie, sur la partie risque, maîtriser ce dispositif. La grosse différence avec l'univers du dispositif médical traditionnel qui bouleverse un peu, y compris les organes réglementaires, et donc c'est pour ça qu'il y a cette effervescence, c'est que dans l'univers du digital, on est dans des cycles de vie très très courts. La technologie évolue très très vite, donc vous mettez au point un dispositif, il est probable que dans 4-5 ans, de toute façon, même les téléphones, c'est plus les mêmes, enfin voilà, ça change beaucoup. Et or, le système réglementaire et ses processus de validation, dans l'univers pharmaceutique, c'est des cycles de vie qui durent 10-15 ans. Donc nous, en fait, on ne peut pas rentrer dans les mêmes tuyaux que la pharma, par exemple, parce que sinon, quand on sort du tuyau, voilà, on est déjà obsolète. Donc ça suppose de remettre en question toute la façon de travailler et les grands organes, que ce soit la FDA aux États-Unis, que ce soit la NSM en France ou au niveau européen, c'est un sujet très chaud. Ça marche, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur qu'est-ce que les digital thérapeutiques, c'est quels sont les enjeux, est-ce qu'on pourrait présenter un exemple concret peut-être d'une thérapie digitale pour que notre auditoire puisse mieux se projeter dans à quoi ça peut ressembler? Didier? Merci. Bon, évidemment, on aura un parti pris dans celle qu'on va présenter. C'est une qu'on édite chez Apineuron et qui est une réalité depuis quelques semaines désormais. Voilà. Apineuron, tu l'as bien présenté et nous sommes une maison d'édition qui est 100% dédiée et destinée à l'orthophonie. Donc, ce que je vais vous montrer, ce dont je vais vous parler, c'est un champ d'application extrêmement spécifique. Et je ne voudrais pas qu'à travers cet exemple, vous catégorisiez toutes les thérapies digitales comme celles qu'on va vous montrer. D'accord ? Il y en a vraiment tout un grand champ. Ça peut aller de la douleur avec notre amie Lucine jusqu'à des choses très pointues comme celles que je vais vous décrire. Donc,
La thérapie digitale dont je vous parle s'appelle Maeva. Et Maeva, c'est un outil qui est fait pour aider des enfants dyslexiques. Tout à l'heure, tu disais dispositif médical ou même une thérapie digitale. Le propre, c'est de revendiquer un service rendu. Ce service rendu, il peut être de plusieurs natures. Là, la revendication de Maeva, c'est d'augmenter, alors vous allez voir, ça va être très précis, c'est d'augmenter l'empan visuo-attentionnel de l'enfant pour améliorer et augmenter sa vitesse de lecture. Alors, typiquement, un enfant dyslexique, il y a deux, trois origines d'une dyslexie. Elle peut être soit sur le versant phonologique, j'interprète mal ce que j'entends, soit sur le plan visuo-attentionnel, c'est-à-dire est-ce qu'en un clin d'œil, j'arrive à suffisamment voir de caractères pour avoir une vitesse de lecture satisfaisante pour être un normo-lecteur. Et après, il y a le troisième cas où on a les deux, le coup double. Objectiver dans quel est le versant qui est impacté dans une dyslexie, pour un professionnel de santé comme une orthophoniste, c'est d'une banalité, d'une simplicité inouïe. Il y a des tests normalisés pour ce faire. Et donc, quand on va faire un bilan orthophonique, dans le cas d'une dyslexie, on va effectivement vérifier ces deux versants. Si, à travers un bilan spécifique, dans l'état de l'art, il y a des bilans qui sont faits pour ça, des outils de diagnostic qui sont faits pour ça, il est objectivé qu'il y a un déficit de l'empan visuo-attentionnel. Et bien désormais, aujourd'hui, dans l'état de l'art des pratiques, il existe ce protocole Maeva qui a été donc validé et démontré dans le cadre d'une recherche je vais citer les noms des personnes qui l'ont porté dans 30 secondes, qui a été démontré efficace. C'est donc un entraînement, de manière très concrète, c'est quoi ? C'est un entraînement qu'il faut faire pendant 6 semaines, 5 fois par semaine, pendant 20 minutes par jour. Donc vous imaginez, c'est une vraie contrainte par rapport à une prise de médicament où le matin, ça prend 30 secondes ou 2 d'avaler un cachet. Là, typiquement, cette thérapie, elle est effectivement très coûteuse en termes de temps et d'énergie et d'engagement. Et pendant ces 15 à 20 minutes par jour, voilà, on va afficher tout un ensemble de tâches d'exercice où on affiche pendant des fractions de secondes des caractères. Et en fait, l'enfant, le patient, doit répondre à différents types de questions sur ces caractères-là. En faisant cet entraînement, au terme de ces 6 semaines, nous aurons augmenté son empan visuo-attentionnel et nous aurons augmenté sa vitesse de lecture. Et ça effectivement, c'est aujourd'hui, une fois que l'état de l'art sait qu'il existe ce type de dispositif, dans l'algorithme thérapeutique, c'est-à-dire voilà, le professionnel de santé a diagnostiqué une pathologie et ses origines, a mis en place un programme thérapeutique. Dans ce programme thérapeutique, il va aujourd'hui, alors pour l'instant, recommander, parce que là en l'occurrence mes prescripteurs sont des orthophonistes, ils n'ont pas l'ordonnance, ils ne peuvent pas prescrire, d'accord ? Ils vont recommander cet entraînement, ce protocole. Et voilà. Et là, alors, les gens qui l'ont conçu, à qui je rends vraiment hommage parce que ça a été 20 ans de recherche et de travail. Donc là, c'est Madame Sylviane Valdois qui est directrice de recherche d'un CNRS et Rachel Zubrinetsky qui a fait sa thèse sur ce protocole-là. Il y a une première validation qui a été faite auprès de 40 patients, puis après, ces travaux ont été repris dans le temps, 4 à 5, 6 fois, pour à chaque fois démontrer la pertinence et l'efficacité de ce dispositif. Vous avez compris, c'est très spécifique, mais c'est quand là en l'occurrence, ça devient un devoir d'utiliser l'état de l'art quand on a objectivé que c'était ça. L'enjeu, et ça va me permettre de faire le relais, l'enjeu de ce type d'outils, je vous ai dit 5 jours par semaine avec ces tâches extrêmement répétitives avec des enfants qui ont entre 7 et 10 ans. On a beau être acteur de sa santé, on a beau être engagé, on a beau être soutenu par son orthophoniste, par ses parents, on a cette chance-là d'être vraiment dans un parcours complet. Il n'empêche que c'est quand même assez peu excitant, à part la première fois. Et pour ça, donc, l'usage étant l'observance, l'efficacité de ce dispositif dépend indiscutablement du fait de le respecter dans son intensité. C'est l'intensité qui compte. Et pour ça, on a utilisé donc on a utilisé une deuxième dimension que celle scientifique. On a utilisé le jeu pour cette fois-ci favoriser l'observance de ce protocole par les patients en question.
Donc vous voyez, là je vous en prends une très spécifique. Bon, ok, j'en parle, j'en suis très heureux. Mais à travers cette discussion, vous voyez les différents enjeux. Et là, typiquement, le jeu, on s'est adressé à une entreprise toulousaine qui est vraiment spécialiste dans le game design pour ce faire. Et je vais passer le micro. Et je crois qu'on avait quelques images de Maeva, mais je ne sais pas si on peut les voir ou pas. Non. Ah ok, ça va arriver derrière. Très bien. Donc effectivement, donc on voit, donc c'est quand même une thérapie qui demande de l'investissement de la part des patients pour que ça fonctionne. Et donc, il faut trouver comment rendre attractifs ces nouveaux dispositifs. Pour toutes, voilà. Et donc effectivement le jeu, donc je vais me tourner vers Alexis, donc qui est cofondateur de Freya, qui est justement un studio qui crée des jeux. Donc comment est-ce que par le jeu on peut rendre attractif ce type de dispositif? Alors, au niveau du jeu, nous on est un peu à la croisée des chemins. C'est pas notre métier à la base de faire du médical, mais le jeu a tout un tas de ressorts, d'astuces qui permettent en fait à un joueur lambda, lorsqu'il est dans une activité ludique, de s'investir et de s'investir longtemps, voire même de le tenir captif. On a plein d'astuces en tant que game designer pour faire ça. On a plein d'outils aujourd'hui et c'est très documenté. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que d'abord on s'est orienté sur la cible. La cible, ce sont des enfants, donc, comme Didier l'a dit, de 7-10 ans. Il faut les comprendre, savoir ce qu'ils utilisent, savoir à quoi ils jouent, et surtout bien comprendre le protocole. C'est-à-dire que le protocole en soi, il a une dimension ludique. La première version, c'était pas évident, mais en tout cas, quand on a commencé à étudier le protocole, on s'est dit, ok, il y a une répétition de l'action, il y a des enjeux, on peut challenger en fait l'enfant là-dessus, mais il faut lui donner un levier supplémentaire pour qu'il puisse revenir. Et donc notre enjeu n'était pas de faire en sorte que le protocole soit amusant, mais que l'enfant revienne, et qu'il revienne spontanément, parce que les parents ne seront pas là tous les jours pour lui dire il faut que tu fasses ton protocole. On mise aussi sur le fait que l'enfant s'amuse. Donc pour ça, on a créé une coquille, d'abord, qui était un univers. Donc là, on a utilisé un petit peu la dyslexie, on parle des mots, on dit que c'est brouillé, on investit l'enfant dans son activité, on dit qu'il va devenir un gardien pour protéger son royaume. Donc on reprend bien les codes du jeu, du conte aussi, pour qu'il puisse s'immerger. C'est important cette histoire d'immersion. Et qu'il prenne son rôle hacker. Et donc ensuite, une fois qu'il a compris qui il allait devenir, on va lui expliquer ce qu'il va devoir faire pour devenir ce qui se passe dans la cinématique qui passe derrière moi. Et donc du coup, en tant qu'apprenti, on va lui demander d'aller dans une arène et pendant 15 minutes, de réaliser une suite de défis, d'où le nom aussi Maeva le défi, pour pouvoir ensuite monter en statut, gagner des ressources qui vont lui permettre de construire, de fabriquer en fait un équipement et pouvoir à la fin avoir ce fameux statut de gardien céleste. Et normalement, c'est calibré pour tenir sur la période donnée en fait, puisque toutes les ressources sont distribuées à chaque utilisation. Et à la fin, on se retrouve avec visuellement un personnage qui va faire que le thérapeute n'a presque pas besoin de regarder le back-office du jeu. Il va voir que si l'enfant a fait le protocole, eh bien visuellement, il aura le costume. Donc l'arène, c'est ce qui se passe derrière nous. Donc là, on a un effet de précision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans les jeux vidéo. On clique ici, on lui affiche le caractère et ensuite on lui pose un certain nombre de questions. Alors les questions, c'est pas nous qui les avons fait. Les questions, c'est bien les questions issues des chercheurs. On a respecté le temps d'affichage. Les contraintes étaient énormes et le défi en tant que game designer était vraiment très intéressant parce que là, pour le coup, on est sorti de notre zone de confort. On n'était pas maître de ce qu'il y avait dedans, on devait faire l'autour. Et ça, c'était nouveau pour nous. D'habitude, on fait d'abord ce qu'il y a dedans, et après, une fois qu'on a bien compris ce qu'il y avait dedans et on est libre de faire ça, on fait le contour, et à ce moment-là, les joueurs peuvent profiter de notre expérience. Là, ce n'était pas le cas. Donc, au niveau du protocole, il y a une montée en intensité qui n'est pas gérée par nous, qui est gérée, tu l'as dit tout à l'heure Didier, par un algorithme. Donc tout ça est très contrôlé. L'algorithme renvoie un certain nombre de données pour ajuster la difficulté du jeu. Et là, tout à coup, on parle de difficulté. Donc ça, c'est un ressort ludique intéressant aussi pour nous parce que ça va rythmer l'expérience de l'enfant. Et à l'issue de l'expérience des 15 minutes, une fois qu'il a terminé le protocole Maeva, puisque c'est ça, on n'oublie pas, nous, en tant que studio de jeu, qu'on veut qu'il fasse le protocole. On ne veut pas qu'il fasse simplement jouer. Par contre, une fois qu'il a terminé, on le récompense. Et à partir de là, il a une petite boucle de jeu qui consiste à aller fabriquer son équipement, de récupérer des ressources et fabriquer son équipement,
Donc là, on a des ressorts du jeu mobile, par exemple, très classique. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, on va faire en sorte qu'il puisse personnaliser son personnage, mais la personnalisation, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'en une seule séance, il ne peut pas avoir l'équipement complet. Et là, on va travailler sur un ressort qui est très humain, qui est la complétion. On déteste que les choses ne soient pas harmonieuses et on déteste qu'il nous manque quelque chose. Et donc, c'est un ressort ludique qui est très intéressant pour nous. Donc là, le personnage est en noir et blanc, on va vraiment jouer là-dessus. Petit aparté d'ailleurs, sur le noir et blanc, les couleurs et les formes, on est sur des enfants dyslexiques et la première chose que nous a dit Happy Neuron, c'est ils sont dyslexiques, ils ne sont pas malades. Ce sont des joueurs. Ils jouent comme tout le monde. Ces enfants de 7 à 10 ans, ils jouent à des jeux vidéo, au Pokémon, à Mario, à Zelda. C'est juste qu'ils ont un déficit sur la lecture. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a pris au sérieux l'enfant. On ne lui vend pas un projet au rabais ou quelque chose qui dit tu es malade. On pointe du doigt quelque chose, c'est pas le cas. À aucun moment on parle d'ailleurs de la dyslexie quand on est dans le jeu. Par contre, on a travaillé vraiment sur les formes, sur les accroches, sur les textes, le nombre de caractères, le nombre de lignes, le temps d'affichage des textes. Tout ça a été calibré. Quand je parle des textes, je parle des textes qui sont à l'extérieur du protocole, puisqu'à l'intérieur du protocole, tout ça est très contrôlé par les chercheurs. Mais quand on est à l'extérieur, il y a eu tout ce défi-là, et donc on s'est appuyé sur les travaux de Sylviane, qui nous a beaucoup fait grandir aussi, nous, d'un point de vue professionnel du jeu, puisque en fait, on se rend compte que c'est commun, en fait, le temps d'affichage et la vitesse de lecture. Et donc, du coup, on a essayé d'adapter un maximum pour que l'enfant s'y retrouve et que ça soit le plus agréable possible. Donc là, on a fait quelques tests, ils ont été intéressants pour nous. Maintenant, il va y avoir des tests d'échelle, puisque les orthophonistes vont proposer le jeu, au moins les faire tester dans leur cabinet, ce qui va nous permettre à nous d'avoir un certain nombre d'informations sur comment le jeu évolue et est-ce que les enfants font bien le protocole dans le temps. Parce que pour l'instant, c'est une vraie supposition pour nous. On a simulé ça dans le temps, mais est-ce qu'un enfant qui va utiliser le jeu dans lequel nous, on n'est pas là pour lui expliquer, où il n'y a pas un contexte un peu magique du développeur est à côté de toi et on va jouer, est-ce qu'il va le faire? On a mis tous les marqueurs au vert, et maintenant, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. Alors, c'est une nouveauté pour le jeu vidéo, en tout cas. C'est quelque chose qu'on connaît mal. Donc, le fait de juxtaposer une expérience de jeu avec un protocole. Le défi était intéressant. Je remercie Happy Neuron pour ça. Et j'espère que nos enfants vont s'amuser avec notre jeu. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui nous montre un petit peu à quoi peut ressembler une thérapie digitale. Derrière les gros mots, finalement, ça peut se traduire sous forme d'un jeu bien sympathique. Et donc du coup, alors, si on résume, finalement, c'est quoi les avantages des thérapies digitales par rapport peut-être aux thérapies plus classiques, les thérapies en présentiel, et puis surtout, c'est quoi les freins aujourd'hui, à quoi on va devoir faire face. Voilà, tu disais tout à l'heure, Franck, le système réglementaire, etc., qu'il va falloir un petit peu bousculer pour arriver à ce que ces thérapies arrivent jusqu'aux patients et jusqu'aux professionnels de santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à bousculer un petit peu pour déployer ces dispositifs? Il y a plusieurs éléments. Déjà, peut-être un tout premier point pour faire écho à ce qu'on vient de se dire. Sur cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que pour agir sur les neurones, hein, puisque c'est ce dont on parle, hein, on parle de neuroplasticité, comment on fait en sorte que des structures mentales évoluent, il y a une posologie nécessaire qui est relativement élevée. Et en fait, aujourd'hui, le système de santé tel qu'il est organisé, il est suboptimal, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que quand votre enfant qui est dyslexique va voir l'orthophoniste 1 à 2 fois par semaine, de temps en temps 2, mais mettons 1 fois par semaine, on sait très bien que ils vont mettre des années, ça va être laborieux et c'est suboptimal. Là, on voit qu'un protocole scientifique qui donne des résultats, c'est pendant plusieurs semaines, de façon intensive, tous les jours. Et ça, le système de santé, aujourd'hui, il n'est pas capable d'absorber. Et on ne va pas aller chez l'orthophoniste toutes les semaines. Elles sont déjà avec des files d'attente très très longues, donc c'est juste pas pensable. Donc de toute façon, voilà, là, ça permet d'ouvrir l'horizon à des nouvelles façons de prendre en charge des patients. En revanche, là où c'est intéressant, et je pense que par rapport au défi de ce qui nous attend demain, c'est qu'on est vraiment dans, du coup, une transformation des métiers.
en particulier là, des thérapeutes, et là si on reste sur le cas de l'orthophonie pour tirer l'exemple. Ça veut dire que le métier de demain, c'est plus tout à fait le même. C'est pas forcément je fais des séances relativement répétitives, etc. C'est je fais des bilans, donc je pose des diagnostics correctement, je recommande des bonnes thérapies, je les suis à distance, je fais travailler ensuite sur faire prendre du recul aux patients pour qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses, comment, etc. Du coup, je peux voir aussi plus de patients. Enfin voilà, ça transforme le système. On travaille dans un domaine qui n'a rien à voir. On travaille dans le champ de la psychiatrie. On travaille avec des schizophrènes ou des bipolaires. Ben, c'est pareil. Ça suppose du coup que le modèle, le parcours de soins soit en quelque sorte repensé en intégrant ces nouveaux éléments que sont les thérapies digitales, et sachant qu'on n'en est qu'au début, hein, donc je pense que d'ici quelques années, ça va encore beaucoup évoluer. Parcours de soins. Je m'adressais à Valérie, du coup, qui va nous exposer peut-être le point de vue d'Harmonie Mutuelle et comment les mutuelles dans tout ça, enfin voilà, les différents acteurs de santé, parce qu'on parle des patients, des professionnels de santé, mais il y a aussi tous les autres acteurs de ce système-là. Comment demain, on peut imaginer quel modèle économique pour financer ça? Est-ce que ce sera prescrit? On a parlé d'ordonnance tout à l'heure. Est-ce que c'est le professionnel qui va prescrire? Est-ce que ce sera les mutuelles qui prendront en charge? Enfin, est-ce qu'on a déjà une idée de comment ça peut s'inscrire dans notre système de santé? Alors, avant de répondre à ces questions, j'aurais juste... moi, j'ai noté, on parle d'accès aux soins, dans ce qu'on vient de dire. Hein. On parle de parcours de soins. Donc, on est vraiment dans le sujet de notre système de santé et de son repositionnement. On l'a évoqué ce matin avec Dominique Pont, et on est vraiment sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut... On a de nouvelles thérapeutiques, mais par contre, on a surtout un système qu'il faut repenser et réorganiser. Et tu le disais très bien avec le nombre de séances d'orthophonistes. On peut l'avoir sur chaque métier, hein, cette problématique. Donc je pense que c'est très intéressant de voir aussi comment ces sujets-là interviennent avec, par exemple, le programme Ma Santé 2022, avec l'espace numérique de santé dont on a parlé aussi ce matin. Donc ça veut dire qu'on va donner à chaque citoyen la main sur sa santé, en lui donnant ses données de santé, en lui mettant dans la main ses données de santé, ce qu'on n'a absolument pas aujourd'hui, hein, ce que disait Dominique. On va lui mettre à disposition un espace où il pourra avoir accès à ses applis, ses outils, sachant que l'État aura donné un label qui permettra de dire oui, ce sont des outils qui sont éthiquement valables, au niveau sécurité valables, qu'on peut connecter avec notre système de santé, donc tout va bien. Donc là, on a une nouvelle position aussi du patient et du citoyen plus largement, c'est comment je suis acteur de ma santé et comment je travaille à aussi financer ma santé. Ce qui est une question aujourd'hui en France qui n'existe pratiquement pas, parce qu'on considère en France que la santé est gratuite. Or, aujourd'hui, on va se poser ces questions-là, parce que sur des sujets de ce type, effectivement, il y a un vrai choix de l'État, des praticiens, des familles, d'aller vers ce type de thérapeutique. Et effectivement, ce qui est très rassurant, c'est qu'on a des données qui permettent de valider. Et là, tout est tracé. Donc on saura la réalité de l'observance, on saura la réalité des résultats. On a vraiment quand même quelque chose qui est hyper cadré par rapport à d'autres pratiques qui ont lieu aujourd'hui, ils le sont quelquefois beaucoup moins. Mais aujourd'hui, on a un vrai questionnement sur comment on s'organise entre nous pour travailler ça. Et je reviens aussi sur ce que tu disais, Franck, sur la dimension aussi du temps. Puisque pour les industriels, effectivement, il faut leur permettre de développer des solutions sur 1 an, 2 ans, alors qu'avant, on était sur des systèmes beaucoup plus longs. Et donc là aussi, le système d'aujourd'hui ne répond pas. Donc je pense que par rapport à tous ces sujets-là, les mutuelles portent quand même l'idée que le patient doit être acteur de sa santé. On s'oriente de plus en plus vers une santé qui est préventive et non plus que curative. Donc je rappelle que la prévention peut être à plusieurs niveaux et qu'on peut être malade et faire de la prévention. Un diabétique peut avoir des actions de prévention. Donc on est vraiment sur ce sujet-là, la prévention. Il y a l'autre sujet, c'est comment on éduque aussi les citoyens, les patients à ces nouvelles pratiques.
parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les enjeux, de pouvoir les maîtriser, d'avoir accès, on le disait ce matin, à du matériel, à une ligne Internet, à du Wi-Fi, etc. Donc il y a tout ça aussi. Et ensuite, il y a comment on établit ce parcours entre les professionnels de santé, les patients, l'espace numérique de santé, les tiers qui payent aujourd'hui, ce sont les mutuelles, la sécurité sociale, etc. Donc il y a un vrai travail à faire ensemble, et peut-être qu'il y a un travail à faire en amont, c'est-à-dire dans le travail sur les solutions, puisque la volonté aujourd'hui des mutuelles, c'est aussi de ne pas être que des payeurs aveugles, c'est-à-dire d'arriver en bout de course, une fois que tout le monde a travaillé, et de dire maintenant on a besoin d'argent, c'est de dire comment on peut travailler ensemble des solutions qui vont être à la fois gagnantes pour les patients, pour les professionnels de santé, mais aussi pour l'économie des patients, parce que chacun paye la sécurité sociale, chacun paye ses cotisations mutuelles, et tout l'argent qu'une mutuelle paye, quelque part, les adhérents le payent aussi dans leurs cotisations. Donc on doit être raisonnable sur les enjeux que l'on met sur le financement de telles solutions. On n'a aucun doute sur la pertinence des solutions, parce qu'on est sécurisé par le cadrage. Par contre, c'est le système aujourd'hui qui ne nous permet pas, mais ce matin Dominique Pont en parlait en disant que voilà, on peut envisager sur notamment les dispositifs médicaux de parler de service médical rendu. Donc si on va vers ça, ça veut dire effectivement qu'il y aura un tri, qu'il y aura une partie des solutions qui seront écartées. Celles qui seront à disposition seront bonnes, après avoir comment on cofinance à plusieurs parties toutes ces solutions. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, aujourd'hui, ça me semble ce sur quoi on doit travailler, mais il y a encore pas mal de boulot. Et est-ce qu'il y a déjà des modèles qui existent? Alors, en fait, en France, on a un système de santé qui est assez particulier, hein, du coup, avec, comme tu disais, on a la sensation que la santé est gratuite parce qu'on a l'accès aux soins. Est-ce qu'il y a des modèles qui existent peut-être ailleurs, dans d'autres pays qui n'ont pas ce système-là, desquels on pourrait peut-être s'inspirer en partie pour ces nouveaux dispositifs? Ouais, je peux partager un petit peu mon expérience en la matière. Pour moi, il y a plusieurs sujets. Il y a le modèle de santé en lui-même qui peut être effectivement radicalement différent. Si on compare le modèle américain au modèle français, évidemment, il est très différent. Mais on retrouve les mêmes exigences quand même en termes de qualité de ce qui va être rendu. Aux États-Unis aussi, les gens sont remboursés, hein, mais sauf que c'est un système qui est radicalement différent. Le point clé, c'est avant d'arriver à la fin, au bout de la chaîne, c'est-à-dire en gros le service rendu d'un point de vue médico-économique. Donc en gros, est-ce que la thérapie améliore l'état de santé des patients plus que d'autres façons de les prendre en charge, ou est-ce que ça l'améliore de la même façon qu'une autre approche, mais ça coûte beaucoup moins cher? Voilà. En gros, c'est les deux motivations qui vont faire qu'une thérapie digitale va s'imposer. Évidemment, pour faire cette démonstration-là, dans un univers traditionnel, c'est extrêmement long et coûteux, et donc difficilement compatible avec notre univers. Alors, du coup, tout le monde, je pense, est conscient de cette problématique. Alors, il y a des réponses, d'ailleurs différentes selon les pays, mais je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre un peu partout. Aux États-Unis, par exemple, la FDA, son approche aujourd'hui est de dire globalement, une thérapie digitale en soi, le niveau de risque est assez faible. D'accord, c'est pas comme une molécule qui va peut-être faire des dégâts à l'intérieur tant qu'on n'a pas fait tous les essais. Voilà. Là, il y en a quelques-uns, il faut faire attention, il y a quelques dimensions psychologiques, psychiatriques où il faut faire attention, mais globalement, les risques sont quand même un peu moindres. Et donc, on peut imaginer, finalement, dans un premier temps, déjà, valider la qualité des entreprises qui font ces dispositifs. Donc, ce qu'on va évaluer, c'est même pas tant le dispositif numéro 3, mais puisque c'est une entreprise sérieuse qui a des bons process, qui fabrique des produits selon une certaine façon, qui est auditée, etc., du coup, on va lui accélérer en quelque sorte l'accès au marché. Donc ça, c'est un dispositif qui s'appelle PrevCert. C'est ce qui est en train de se mettre au point en ce moment. En Allemagne, il y a un autre, là c'est tout récent, hein, c'est vraiment, ça date de quelques mois, une approche où en fait ils disent, eh bien on va prendre des risques, on va jouer le jeu de l'industrie,
Et on va, pour peu qu'on soit, enfin que pareil, qu'on ait certaines certifications, mais relativement accessibles, on va rembourser. Et même, alors ce qui est assez fort, c'est que la première année, c'est l'industriel qui fixe le prix. Donc c'est pour dire à quel point ils font, enfin voilà, ils jouent le jeu, ils font confiance, voilà. Et donc on dit, la première année, vous avez accès au marché, on rembourse, et au bout d'un an, on a une étude post-market study où vraiment on est capable, grâce à toutes les données qui ont été collectées, de revenir vers le financeur et lui dire, bah regardez, voilà comment a été utilisée l'application, voilà quel résultat ça a donné. Et à ce moment-là, il y a une deuxième négociation. Et là, cette fois, le prix va être fixé par une négociation avec les pouvoirs publics en fonction du service rendu. Et donc, effectivement, de faire un peu le tri entre. Donc, je trouve que c'est une démarche qui est suffisamment originale pour être soulignée. Voilà, cette posture de on y va. La grande nouveauté, c'est la réversibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on rembourse pendant un certain temps et on peut ne plus rembourser à l'issue du test. Exactement. Ouais, on est vraiment sur quelque chose qu'en France, on n'a pas aujourd'hui. Et l'autre, voilà, et tu l'as évoqué. D'autres possibilités. Oui, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi. Ce qu'on peut faire, quand on parlait de l'observance, il y a je sais que c'est dans la tête d'un certain nombre d'acteurs, c'est le remboursement conditionnel. C'est-à-dire, ok, si vous faites votre traitement, qui marche ou qui marche pas sur vous, parce qu'il peut y avoir des tas de raisons, c'est pas le sujet. Mais par contre, est-ce qu'au moins vous l'avez fait sérieusement? Donc, si vous l'avez fait sérieusement, on vous rembourse. Si vous le faites pas sérieusement, on vous rembourse pas. Ce qu'on peut évidemment difficilement faire avec les boîtes de pilules. Les gens achètent les boîtes, s'ils prennent pas les médicaments, on le sait jamais et c'est trop tard. Mais là, avec le digital, on le sait. Donc, on peut être innovant dans les modèles de remboursement. Ok, ça marche. Donc il y a aussi tout cet enjeu finalement de la donnée aussi qui va permettre et pour le praticien, pour le patient aussi, c'est ce que tu disais Valérie, d'être maître de ses données et puis de pouvoir être acteur de sa santé et d'avoir un peu plus de visibilité finalement sur ce que lui va faire, ce que ça va lui apporter, avec l'aide du professionnel de santé pour interpréter un petit peu tout ça. Et après aussi pour les pouvoirs publics, d'avoir aussi des données à échelle nationale pour aussi faire progresser les domaines de la prévention, de la santé là-dessus. Juste pour rebondir, c'est un point très très intéressant, c'est que quand on veut mesurer l'effet économique finalement d'un traitement digital, c'est très difficile pour une entreprise des DTX d'aller au bout de l'analyse. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va être capable de dire, c'est combien coûte notre thérapie digitale. D'accord ? X euros, X dizaines d'euros par traitement. Voilà. Donc nous, on sait cette partie-là. Par contre, c'est très difficile pour nous d'avoir une vue sur combien ça fait économiser. Donc, est-ce que quand on fait une thérapie pour des gens qui ont fait un AVC et qui du coup peuvent s'entraîner à la maison, n'ont pas besoin de prendre un VSL pour aller à l'hôpital faire leur séance de rééducation, ça, nous, en fait, on n'a aucun moyen de le savoir, et pourtant on est convaincu que c'est là qu'il y a aussi des grosses mannes d'économie pour le système de santé. C'est pas tellement dans combien coûte notre thérapie par rapport à un autre mode de prise en charge, mais c'est aussi tous les effets collatéraux. Et c'est là que des initiatives, je sais pas moi, le Health Data Hub au niveau national, ou sans doute au niveau des mutuelles dans vos propres systèmes. Nous, ça nous intéresse beaucoup d'être capable de travailler avec ces acteurs pour être capable de faire cette démonstration médico-économique. Parce que nous, on peut faire la médico, mais la partie économique, elle est beaucoup moins accessible pour nous tout seuls, quoi. Ça rejoint ce que tu disais au final du système de santé dans son ensemble, avec les différents acteurs aux différents niveaux de la chaîne. C'est un peu ce que tu disais aussi Valérie, où c'est pas le seul acteur en bout de chaîne qui va pouvoir agir, mais finalement c'est ces différents acteurs en se mettant tous autour de la table qui pourront avoir cette vision d'ensemble en fait. Sur le parcours de soins. Didier. Oui, je voudrais rajouter une chose qui est aussi, à mon avis, propre aux thérapies digitales. Dans la pharmacie, même si ce que je vais dire est vrai jusqu'à un certain point, une fois que la thérapie est validée, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, ok, on peut passer à autre chose. Pour les raisons qu'on a dites, dans les thérapies digitales, on est sur des circuits courts, et donc qu'on nous octroie ou pas la mise sur le marché au début ou qu'il faille passer des premières étapes, quoi qu'il en soit, la démonstration est permanente parce que justement on va le faire évoluer ce dispositif au fil du temps, au fil des technologies, au fil de ce qu'on va récolter à travers les usages.
Et donc en soi, ça nous met, nous acteurs DTX, face à une autre organisation, déjà dans notre conception, dans notre process, qui est en permanence être en veille, en perpétuelle validation de cette thérapie. Ce qui est précieux et ce qui peut, le temps que des dispositifs se mettent en place pour accompagner ces thérapies digitales, que certains des acteurs et les plus... dans les plus dynamiques, c'est aussi une voie qu'ils prennent, de partir par l'usage. C'est-à-dire qu'en premier, avant d'attendre qu'on nous donne un passe-droit ou un passeport pour aller sur un marché via une voie réglementaire, on peut accéder justement à des nombres d'usages qu'on va viser cette fois-ci par l'attractivité du digital et afficher des grands nombres et des grands chiffres très rapidement. Et c'est là qu'on a peut-être nous aussi une voie et un moyen de le faire ensemble aussi. Mais on n'est pas que dépendant, on a aussi, nous, cette capacité d'aller créer du grand nombre d'usages et à partir de là, d'en faire la démonstration et de gagner du temps parce qu'on a tous besoin de faire converger les courses. Merci. Merci à tous pour cette vue d'ensemble et de différents points de vue sur les thérapies digitales. Il nous reste une dizaine de minutes. On va peut-être prendre des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Alors. Alors, je vais juste essayer de reformuler la question pour les gens qui nous suivent à distance. Alors, je vais essayer de reformuler rapidement parce que c'était plus qu'une question, c'était un partage d'expérience. Donc, merci. Donc, l'idée, c'est de savoir comment les thérapies digitales, et notamment sur la partie orthophonie, peut contribuer à la recherche et notamment aux différents courants qui existent dans l'éducation sur la lecture globale, voilà, qui ont aussi une influence sur la façon dont les enfants vont apprendre et qui du coup vont avoir aussi une influence sur la détection de pathologies et le fait d'être redirigé vers des orthophonistes qui n'ont pas toujours la possibilité d'accueillir tous les patients. Voilà, comment est-ce que Happy Neuron peut contribuer à ça? Comment ces enfants peut-être qui n'ont pas eu accès à cette thérapie digitale parce qu'elle n'existait pas, comment demain, dans le futur, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aussi? Voilà. Et merci de la question, de la reformulation. Et effectivement, il y a au moins deux grandes dimensions dans le sujet. Il y a la partie vraiment accompagnement de la recherche. Et Franck, si tu veux bien, tu y répondras. Et ensuite, il y a quand même cette notion d'accessibilité à ce soin. Au-delà des critères d'inclusion, vraiment, c'est... Alors, cette partie, j'ai fait 2-3 mots, puis on va sur le terrain de la recherche, c'est tellement intéressant. Cette partie,
elle est fondamentale aussi, mais on y a répondu un peu tout à l'heure avec cette notion d'approche médico-économique. On ne sait pas mesurer l'impact que ça a. Là, typiquement, d'inclure une pratique, cette nouvelle pratique en orthophonie, ça pourrait permettre d'espacer les séances en présentiel. En espaçant les séances en présentiel, ça permet déjà de prendre plus de patients dans la file d'attente, déjà. Voyez. Et ensuite, aujourd'hui, Covid ayant accéléré cette pratique, on en a parlé ce matin, de téléconsultation, justement pour le désenclavement des parties, à condition qu'il y ait accès au digital. Hein. Mais ça va permettre aussi, parce que ces supports sont numériques et permettent une coordination, une supervision entre ce triangle, les dents parentales, le patient et l'orthophoniste, qu'on va pouvoir vraiment multiplier les situations de prise en charge et les augmenter déjà en nombre, pour rien que ces raisons-là. Voilà. Donc, sur cette partie accessibilité, ça a aussi des vertus de pouvoir facilement élargir la superficie de patients qui ont accès à ces soins-là. Et pour la partie recherche, il y a des choses très intéressantes. Pour changer de voix, Franck. Moi, je pense que pour la recherche, le tout premier levier, c'est évidemment la donnée. C'est-à-dire que dans la mesure où on est capable de collecter énormément de parcours d'enfants, si on reste sur notre sujet dyslexie, nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est... on sait que statistiquement, quand c'est étudié en laboratoire, la méthode, elle va avoir telle efficacité. Bon, bah là, ce qui va être intéressant, c'est quand ensuite ça va être prescrit à un très grand nombre de patients, c'est de regarder chez qui ça marche, chez qui ça marche moins bien. Et donc, pourquoi cet enfant, alors qu'il avait a priori tous les signes pour qu'on lui prescrive cette méthode, pourquoi chez lui ça ne marche pas aussi bien? Bon, donc là, à ce moment-là, c'est à la recherche de s'emparer de ce sujet-là pour arriver à comprendre, mais c'est quel autre phénomène, quel autre facteur il a, quel autre dysfonctionnement il a qui fait qu'au final, ça ne marche pas alors que ça aurait dû marcher. Et ça, en fait, on va être capable de le faire parce qu'assez vite, on peut toucher des centaines de milliers d'enfants. À Pineurone, c'est plus de 8000 orthophonistes qui ont chacune entre 50 et 100 patients. Donc voilà, très très vite, on peut imaginer avoir des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui prennent ce traitement. Et donc derrière, on est capable de vraiment faire avancer la recherche, je pense, par ce biais-là. Merci. On va prendre. Vous l'avez soulevé, mais le vrai problème, c'est peut-être l'objectivation, effectivement, et savoir comment on peut qualifier quel style d'études cliniques il faudrait mettre en place pour objectiver les performances de ces techniques. Alors, juste, je reformule la question, du coup, pour ceux qui n'entendent pas le public. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut justement objectiver, quels indicateurs, quels essais cliniques pour valider quelque part ces modèles et que ça fonctionne? Alors, ça dépend évidemment du traitement, du caractère innovant de la prise en charge par rapport à une autre prise en charge. Bon. Dans l'univers scientifique et médical, la seule vraie façon de le démontrer, c'est de faire des études cliniques en prenant des patients répartis dans au moins 2 groupes, 2 bras, et celui où on fait le traitement et un autre bras, et donc là ça dépend du contexte, qui peut être la thérapie as usual. Donc en gros, c'est quoi comment est-ce qu'aujourd'hui on les traite? Donc on les laisse aller dans le système standard et puis on fait un système alternatif à côté et on regarde qu'est-ce que ça a amélioré ou pas. Et l'autre approche, quand on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau, où il n'y a pas beaucoup de référentiels à côté, voilà, on va essayer d'avoir un groupe contrôle qui est un peu comme le placebo dans l'univers médical. Donc on leur fait faire des trucs dont on sait que normalement ça ne devrait rien faire. Donc dans le digital, ça va être, on va leur faire regarder des vidéos, on va leur faire un certain nombre d'activités qui normalement ne sont pas censées stimuler les mêmes fonctions cognitives, et donc on va pouvoir essayer de mesurer l'impact. Donc voilà, on est vraiment comme des études cliniques du médicament, mais avec des groupes. Voilà. Là où c'est plus difficile, c'est que par rapport aux médicaments, fonctionne généralement ce qu'on dit en double aveugle, c'est-à-dire on fait prendre aux patients aussi une pilule, et il n'y a rien qui ressemble plus à une pilule qu'une autre pilule.
Nous, quand on fait 10 heures de training, c'est faut un peu plus se creuser pour savoir c'est quoi l'alternative à mettre en face. Donc c'est le petit challenge qu'on a. Mais il faut demander aux gamers comment désapprendre, faire des jeux pour désapprendre, pour les études. Juste sur cette partie-là où il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent avec le jeu, c'est que le jeu met la personne dans l'activité. Précédemment, il y a quelques années, on a fait un jeu de posturologie. On devait monter sur une balance. En gros, c'est pour que les kinés puissent voir la posture de la personne. Et la personne essayait naturellement de contrebalancer son handicap ou sa maladie pour essayer d'être moins affectée, en fait, et avoir des meilleurs résultats. Nous, on a fait un petit jeu où on devait monter sur la balance et on devait se balader dans un espace. Et on a remarqué tout de suite que la personne, elle a oublié qu'elle était sur une balance, elle a oublié qu'elle était chez le médecin et elle est rentrée dans le jeu. Et donc les résultats étaient vrais. Quand l'enfant joue au jeu, les résultats ne sont pas faussés. Il oublie qu'il est en train de faire quelque chose qu'on est en train d'évaluer. Il s'évalue lui-même, en fait, il est en train de jouer et il se défie lui-même. Et donc ça, je pense, ça peut avoir... Alors, ce que je dis là n'a pas de... Je ne vous sortirai pas le papier avec le numéro dessus, hein, mais en tout cas, je pense que c'est des choses qu'on peut vérifier déjà dans le jeu des comportements qu'on voit. Et je pense que dans les thérapies digitales à l'usage, dans quelques années, on pourra effectivement voir aussi que le jeu peut apporter sa pierre à l'édifice parce qu'il ne fausse pas les comportements et il fait oublier au patient qu'il est en train de faire une thérapie. C'est très juste et je voudrais juste rajouter pour répondre à madame. Franck fait le tableau des possibles en termes de validation avant la mise sur le marché. Donc c'est des études cliniques dites quand même assez méthodiques et traditionnelles. Et encore une fois, les thérapies digitales permettent autre chose. C'est cette captation de données continues en vie réelle, où là, cette fois-ci, on n'est plus avec la cohorte qu'on a sélectionnée, qui était ci, qui était ça, qui allait vraiment faire le protocole. Après, on est vraiment sur des données du grand nombre. Et ça, c'est une source perpétuelle de validation. Où justement, si je reprends cet exemple de l'orthophonie, c'est assez naturel comme démarche, mais dans d'autres conditions thérapeutiques, ça va être vraiment le cas. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, Maeva, on va le mettre en œuvre si... avec un bilan, il a été objectivé tel déficit. Okay ? Soyez certaine que dans le parcours, à la fin de ce protocole, on va refaire ce même bilan. Et donc, on est dans une logique de test-retest qui va clairement objectiver le bénéfice rendu chez cette personne-là. Et ça, c'est tout au long de la vie du dispositif. Donc, il y a les études initiales qui permettent de mettre à disposition. Et ensuite, il y a les données en vie réelle qui, par des concepts de ligne de base ou de bilan pré et post, vont faire que on est tout simplement dans la validation permanente. Et c'est d'autant, enfin tu as complètement raison, et j'allais même dire c'est là qu'est la vérité, parce que même les études cliniques qui font aujourd'hui fonctionner l'univers de l'industrie, enfin l'industrie pharma, pour mettre mon nez dedans depuis un petit moment, en tant que scientifique, elle m'interpelle un petit peu, c'est-à-dire que pour que scientifiquement ce soit valide, on va mettre des tas de critères d'exclusion des patients en entrée. Comme on veut étudier tel phénomène, il ne faut surtout pas qu'ils aient telle comorbidité, qu'ils soient aussi dépressifs, qu'ils soient, etc. Et donc à la fin, on a démontré que la molécule, elle marche bien sur des gens qui sont des patients idéaux. Et il y a plein de pathologies où ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, faire une étude sur Alzheimer avec des gens qui n'auraient que Alzheimer et rien d'autre, c'est quand même assez sportif pour faire des inclusions. Et donc c'est vrai que les données vie réelle, c'est comme son nom l'indique, c'est la vraie vérité, quoi. Est-ce que ça marche sur des gens normaux, quoi. Merci. Je crois que le temps qui nous était imparti est écoulé. Donc, je peux que vous remercier en tout cas pour votre partage d'expérience et merci à tous d'avoir assisté. Au revoir. De faire des trucs comme ça, quand même, il faut avoir une certaine dose de détermination, de courage et de pugnacité. Donc moi, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse, si vous êtes OK. Voilà. Ainsi que toute l'équipe qui fait le boulot. C'est pas facile, surtout avec le truc qui est décalé d'1 minute. Là, c'était pas facile. Alors, en tout cas, bravo et merci de continuer à croire au numérique, de faire ça avec autant de fidélité. Voilà, bravo. Voilà, la petite conclusion, c'est juste... vous dire que je suis hyper attaché évidemment à ma région, je me sens d'ici, quoi. Et je pense qu'ici, on a une petite culture de frondeur un peu, on est des cathares dans l'âme.
Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se discipliner pour tirer un petit peu notre région vers le haut en essayant de jouer collectif. Pour moi, c'est ça le gros sujet. C'est encore un petit millefeuille à Toulouse en matière de numérique en santé. Et je pense que ça mériterait d'unir les énergies en se fixant un cadre commun. Je pense que ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Et le deuxième, c'est mon message principal dans le numérique et dans le reste, c'est que on est dans un pays un peu dépressif, quoi. Enfin, vous voyez, on adore l'autoflagellation. On n'est pas un pays optimiste. Et moi, je pense que c'est ça qui nous manque en ce moment. Et je pense que c'est de notre responsabilité d'être optimiste parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont galérer. Donc, si nous, on n'incarne pas quelque chose de positif, d'énergique, et qui incarne une forme d'humanisme à la française, mais volontariste et terrain, si nous, on ne croit pas à ça, si on n'insuffle pas cette dose de confiance, en fait, personne ne le fera. On est dans un secteur, on est dans une région qui peut être porteuse. Donc le message, c'est ça pour moi, c'est qu'il faut arrêter d'être dans l'autoflagellation et puis se comporter comme des gens plutôt optimistes et avoir confiance dans l'avenir. Et le numérique, comme plein d'autres sujets, c'est un sujet qu'on peut humaniser, qu'on peut appréhender avec notre culture, notre tradition de pensée, nos valeurs, mais il faut l'incarner avec non seulement du courage, mais aussi une dose de bonheur, quoi. Voilà. Il y avait un gars qui était un peu un mentor sur la région, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était le professeur Larengue. Et je me rappelle quand je suis arrivé sur la région, que je lui disais « Ah, ça m'intéresse le numérique », il y a 20 ans, il m'avait dit, avec son accent, il me disait « Vous verrez, Dominique, le numérique, c'est en route vers le bonheur ». Et je me souviens de ça, là, ça m'avait vachement plu. Merci à tous pour votre dynamisme. Merci.